Jared Cannonier, chez moins de 84 kg, ancien adversaire de Nassourdine Mavov. Je vais vous raconter l'histoire de ce combat parce qu'il était complètement fou. On regarde le début. Ça va être assez simple. On a deux des plus gros physiques de la catégorie. Alors lui, il a 32 ans. Oui, je sais, on dirait pas physique de Robocop, Cyborg. Lui, il a 40 ans. Jared Cannonier, et c'est un rocher. Et on a eu un début de combat où en fait on voit Rodriguez, donc le Brésilien, qui lui pouvait rentrer dans le top 10 en battant Cannonier. Et on voit une démonstration de puissance. Ouais, on voit... de ouf Cannonier sur le premier round. Donc celui qu'on surnomme Robocop, il met des marches avant, il met surtout des sacrés bras arrière. Un knockdown. Il y en a eu un autre. Après, ça a été énergivore. Hein. Dès le deuxième round, il était plus... Là, gros crochet. Et franchement, on voit rarement Cannonier se faire bousculer comme ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu contre Borraio, contre Imavov. Il était plus résistant. Et là, vraiment, on se dit, mais en fait, je vais citer 2-3 amis qui regardaient le combat en live avec moi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il nous fait, l'ancien, là? Il fait peur. Robocop, il a l'air complètement survolté. Il est en pétard. Et en fait, on se dit, Cannonier, il va jamais tenir ce rythme-là. C'est beaucoup trop ce qu'est en train de faire la Robocop sur lui. La prise de dos, etc. Et en fait, on va arriver sur la fin de ce premier round. Donc, outrageusement dominé, on l'a vu par Rodriguez. Mais tu nous l'as dit, Alpha, là, il va y avoir un petit changement de situation parce qu'en fait, tout ce que Rodriguez a envoyé dans le premier round, il a quasiment plus d'énergie au milieu du deuxième. Et là, on le voit, il bouge quasiment plus. Ouais. Et c'est ouf, parce que tu penses, est-ce qu'il y a une vraie notion de j'ai voulu frapper trop fort, donc vraiment, je me suis vidé totalement? Bon, je pense que dès le début, il a vu qu'il touchait bien. Et du coup, il a essayé de finir le combat peut-être au premier round. Et on a vu qu'il n'a pas réussi. Et du coup, il a peut-être lâché trop de watts. Et la minute de récup, elle a dû lui faire mal. Il a eu du mal à repartir après. Hein. Ah ouais, et puis on voyait à ce moment-là le coin de Cannonier qui lui disait, ils lui ont dit mot pour mot, regarde-le, c'est plus le même mec. C'est pas la même personne qu'au premier round. Là, on voit Rodriguez, la différence, le côté flippant qu'il avait dans le premier, il l'a plus. Il l'a plus du tout. Et là, on voit Cannonier qui commence à reprendre, faire un combat de vétéran, en fait, laisser passer l'orage et à vraiment dérouler sa stratégie petit à petit. Il y a du sol, on va voir, il y a une belle combinaison. Et Cannonier qui a un gros physique d'habitude en 84, là on dirait un enfant à côté de Rodriguez. Ouais, c'est ouf, les deux 84. Quand on les voit l'un à côté de l'autre, t'as même l'impression que Rodriguez c'est un 93. Tu mets Rodriguez à côté de Nassour, là il n'y a pas longtemps, il y a une photo qui est sortie. Pareil, Nassour tout petit, c'est vraiment Rodriguez, il a un gap de ouf. En plus, il combat très droit, donc ça renforce aussi cette stature. Et là, on va voir donc le dernier segment de l'analyse de ce combat. C'est au 4e round. Donc là, vous imaginez déjà la moitié du 2e round. Rodriguez, il était fatigué. Et là, en fait, on va dérouler du côté de Cannonier. Et combinaison, 3-4 coups, ça vient toucher la tête, le corps. Au moment où il s'échappe, il va encore le percuter. Et là, on se dit, mais le quarantenaire qui était sur 2 défaites de suite, face à Imavov, face à Borraio, ça reste un très très gros morceau, Jared Cannonier, en fait. Oui, c'est juste qu'il a perdu, mais pas face à n'importe qui. Hein. Ouais. C'est l'élite, les deux, Imavov et Borraio. Mais tu t'imagines qu'on pouvait se dire, avant ce combat, presque vulgairement, il est finito, tu vois. C'était compliqué, 40 ans, beaucoup de combats, il a fait 3 catégories de poids différentes. Et Rodriguez, c'était censé être le mec dangereux, tu sais, qui monte dans ce top 15. Finalement, le top 15, ce sera pas tout de suite du tout pour Rodriguez, et Cannonier, lui, va rester ancré. C'est une histoire qui est assez drôle. Mais c'est solide, Cannonier. Ouais. Vraiment, et puis quand tu regardes même face à Nassour ou Borraio, ces deux défaites, tout le combat il était compétitif. Jusqu'à ce qu'il se fasse toucher face à Nassour, mais il offrait un beau combat. Hein. Et puis j'ai l'impression que ça montre aussi cette notion de top 15 qui est différent du reste. Je sais pas ce que tu en penses, Nora, mais dans le sens où stratégiquement, tout ce qui est gestion de l'énergie, le fait de gérer les 5 rounds aussi, on a l'impression que Rodriguez, il n'était pas vraiment dans ce mode-là, non ? Comme tu l'as dit au début, c'est est-ce que... parce que parfois, tu as une stratégie, tu vois, à tout vouloir mettre dans le premier round et compagnie. Maintenant, est-ce que c'était ce qui était indiqué? Visiblement, enfin, non. Face à Cannonier, tu vois, ça a été vite compliqué. Parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, s'il arrive à balancer ça sur le premier round, c'est que le reste, ça peut suivre, parce que c'est 5 rounds, c'est pas rien. Mais effectivement, après, tu sais, parfois, c'est pas spécialement le fait d'être plus fort, plus technique, plus physique, c'est la gestion et la stratégie, en fait. Et c'est vrai que moi, personnellement, plus j'avance dans ce sport et plus je m'en rends compte, c'est que t'as pas besoin d'avoir des filles spécialement plus fortes ou plus complètes en face de toi, mais si la stratégie, elle est meilleure par rapport à cette gestion de cardio, ou même, je vois de plus en plus, finalement, gestion de distance, savoir, en fait,
fait, quand est-ce que tu combines et quand est-ce que... J'ai encore cette mentalité du Muay Thai, tu sais, où moi, je veux vraiment y aller, je veux de la bagarre et mentalité du one qu'on va voir tout à l'heure. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que parfois, et je me faisais la réflexion en regardant l'UFC hier, je me disais, finalement, il faut que je sois plus patiente. Et le truc, c'est que même quand je regarde les combats, tu vois, le premier round, franchement, j'étais là en mode... Bon, les mecs, allez, tu vois, un petit peu plus et tout, parce que tu voyais, bon, ça envoyait les points, les mains lourdes tous les deux et tout. Mais, tu vois, je veux que ça y aille plus. Et c'est vrai que c'est... Finalement, avec l'expérience et avec... quand tu avances, comme tu dis, dans le classement, tu as intérêt à être de plus en plus stratégique, à prendre le moins de dommages et à calculer finalement chaque coup, en fait. Et c'est aussi pour ça que les Fight Nights sont aussi très spectaculaires, c'est parce que souvent, c'est un peu notre carte de visite pour aller intégrer des plus hauts sommets, affronter plus haut, où là, justement, ça va être plus stratégique, on va sentir l'enjeu, etc. On continue parce qu'il y a un point commun entre Jared Cannonier qui s'est imposé, c'est un ancien adversaire Nassourdine Imavov, que Nassourdine Imavov avait réinitialisé, on peut le dire, et bah c'était pas le seul sur cette carte-là, parce que juste avant, il y avait Edmen Shabazian, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce combattant, qui était un gros prospect, qui notamment traînait beaucoup avec Ronda Rousey à l'époque, une grosse réputation pour lui lorsqu'il est arrivé à l'UFC, et bah c'est Nassourdine Imavov qui avait arrêté son ascension, sauf que Shabazian était de retour face à Budka hier, et ça a été vite. Magnifique KO, un bras arrière, enfin là c'est dans le mille, c'est les fléchettes, vraiment, là, c'est au cœur de la cible, non ? Ouais, bah, c'est ça, hein, tu sais, quand on parle de gestion de distance, in-out, bah voilà, hein, il a juste attendu qu'il rentre, et je pense qu'à ce moment-là, son coin, il lui donne une indication, et l'autre, bah, il entend, et bam, il fait péter le bras arrière, quoi. Et c'est vrai que c'était bien calculé. On l'appelle le Golden Boy Shabazian, c'était un destin un peu raté, entre guillemets, à l'UFC, mais attention, parce qu'avec ce genre de perf, on sait que ça peut remonter très très vite. Ouais, après il est aussi arrivé super jeune, ce qui fait aussi qu'il a eu des mésaventures. Mais là, je crois qu'il a 27 ans, 28 ans. Ouais. Donc il a encore tout son temps pour performer et puis monter dans le classement. Bah, c'est là aussi on voit que la différence de rythme d'un athlète à l'autre peut être très significative et que finalement il n'y a pas un seul chemin qui existe à l'UFC pour monter les échelons. Comme Zalal, qui était à 3 défaites, il s'est fait virer de l'UFC, il a fait 1 ou 2 victoires, il est revenu et là il est à 3 ou 4 victoires, 4 victoires du coup maintenant d'affilée. Mais t'es bon, Alphonse, c'était pas quasiment la transition de juste après. J'ai révisé. Il s'est préparé. Il avait les anti-sèches et tout, mais juste avant ça, dans la même catégorie, parce qu'en fait, en ce moment, il n'y a que les 84 qui combattent à l'UFC, on a l'impression, enfin, c'est une des catégories qui bouge le plus, celle de Nassourdine. Il y a eu un call-out parce qu'il y a André Petroski qui a déjoué les pièges en fait du gros grappleur Rodolfo Vieira, je ne sais pas si vous connaissez, donc un Brésilien multiple champion de grappling, enfin une des sommités du grappling, du sol, du jiu-jitsu brésilien, qui est à l'UFC et en fait qui n'arrive pas à exprimer son sol à l'UFC. Hein, c'est principalement ce qu'on voit. Et donc son adversaire qui l'a vaincu a fait un magnifique call-out. On va le regarder tout de suite. I just beat the most decorated grappler in the UFC. Where is Bo Nickal? Where is he at? Ouais, alors quand il n'y a pas le micro, on entend forcément quand tu cries, c'est un peu le problème. Mais ça, un beau call-out, donc il appelle Bo Nickal, qui est l'un des meilleurs, on rappelle, lutteurs universitaires de l'histoire des États-Unis, donc qui a une hype complètement folle, mais une hype qui est en train de dégonfler un peu à l'UFC parce que ses combats ne sont pas spectaculaires et le public s'ennuie un petit peu. Donc forcément, c'est un nom que tout le monde veut accrocher. Dans l'oreillette, on vient de me dire, superbe Tristan, qu'on me dit qu'il est chiant carrément. On va regarder la réponse de Bo Nickal parce qu'il dit jamais non, lui, à un combat. Et finalement, il a pris ses doigts comme ça sur Twitter. Il a dit, j'aimerais avoir de l'argent facile, mais les fans disent que je ne devrais plus me battre contre des canettes. Et là, il met emoji qui est un peu triste. Après, c'est aussi toute la répartie de Bo Nickal, c'est à l'américaine. On sent que c'est une star quand même avant d'être une star, ce mec-là, il sait y faire. Ouais. Après. Quand tu as compris comment fonctionnent les ficelles, les ficelles pour avoir tes fights à l'UFC, tu fais ce genre de choses et voilà. Bon, on va suivre ça. En tout cas, Petroski qui nous a fait le beau call-out. Mais on a de belles images. C'est celle de Youssef Zalal, justement. L'un des combattants qui avait donné le plus de fil à retordre à Ilia Topuria à l'époque, donc champion des 66 kilos. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, on a Yacine chez nous qui vous a fait une interview de Youssef Zalal. Il y a plein de petits morceaux qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, RMC Sport Combat. Allez déguster ça. Youssef Zalal qui a affronté Calvin Kattar, qui est quand même un gros nom des 66 kilos, un nom qui est assez mythique dans le top 10. On regarde un petit peu ce qui s'est passé parce que Youssef Zalal, il a fait un très très beau combat,
Mais je vais rester sur un petit point sur la fin du 3e round. On pourra en discuter ensemble, vous me dire ce que vous en pensez. On va déjà regarder un peu comment il a mené ce combat. En tout cas, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a une capacité à se déplacer de Zal. Il a pris quasi aucun coup. On dirait que c'était de l'air à un moment donné. Qatar, il le cherchait du bout des bras, il n'y arrivait pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de sa gestion de la distance et des déplacements ? Moi, personnellement, je suis partagée parce que c'est vrai que c'était hyper intelligent. Si tu sais que tu as quelqu'un en face qui va te cogner et dont il faut craindre les combinaisons, tu as intérêt à pas rester devant, pas rester dans l'axe. Maintenant, après, c'est de quoi on est fan dans le fight. Et c'est vrai que bouger autant pendant 3 rounds tout le temps, il fuyait pas. Il y en a qui l'ont appelé le runner ou autre chose, tu vois. Mais, ils l'ont appelé Montoya. J'ai vu. Mais c'est vrai que moi, j'aime quand il y a un peu plus de bagarre, tu vois. Donc forcément, c'était smart pour faire sa place dans le classement, il n'y a pas à dire. Maintenant, c'est pas quelque chose que tu peux faire à chaque fois parce que je pense que c'est le type de combat qui fait que tu restes pas dans l'organisation. En fait. Moi, c'est sur ça que justement j'étais assez interpellé. Donc ça me fait plaisir que tu le dises parce que c'était un peu l'axe que je voulais développer. J'ai mis les images du 3e round parce que l'attitude, elle est un peu différente. On sait qu'il a gagné les 2 premiers rounds. Ouais. Ils en parlent en plus en commentaire, Antoine et Taylor. Ils disent oui, parfois on dit au 3e, t'as plus qu'à tourner. Littéralement, c'est ce qu'il fait. Ouais. Toi, tu trouves que là, il aurait dû aller travailler un peu plus il tombe un peu dans le piège de ce qu'a fait les 2 premiers rounds. Moi, je suis assez mitigé parce qu'en fait, on arrive à un moment où, clairement, l'énergie de Youssef, elle descend un peu. Et moi, je trouve que c'est les moments où Qatar va être le plus dangereux, mais en même temps, il est poussé par le désespoir parce qu'il sait qu'il perd. Donc, je suis un peu mitigé. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il aurait dû en faire un peu plus dans ce 3e ? Est-ce que pour vous, c'était la bonne strat ? Moi, je suis mitigé. Pour le 3e, non, parce que là, dans tous les fights, quand tu sais que tu perds les 2 premiers, le 3e, tu as intérêt à y aller et la personne, elle a tout intérêt, effectivement, à ne pas rester en face, tu vois. Ça c'est évident. Donc là, oui, c'est clair qu'il se prenait un des parpaings du 3e. C'était archi compliqué, tu vois. Mais après, voilà, Alphonse, je te laisse te dire ce que tu en penses. Mais... Non, c'est vrai qu'il a beaucoup fui. Après, je pense que là, il avait quand même un gros nom en face de lui. Et qu'il voulait vraiment assurer cette victoire pour rentrer dans le top 10 et il n'a vraiment pas voulu prendre de risques, pour le coup. C'est pour ça que je disais test réussi, mais attention au top 10. On sent que Qatar, c'est vraiment l'incarnation du top 10. Reste concentré, même dans les dernières secondes du 3e round, parce que je suis très lourd et sur une patate, comme tu l'as dit, il peut se passer beaucoup de choses. C'est aussi un avertissement, c'est que je pense que dans la montée de Youssef Zal, si par exemple il se retrouve main event d'un Fight Night en 5 rounds, je pense que tu peux pas tourner 5 rounds comme ça autour. Tu finis par fatiguer au bout d'un moment. Et c'est là où les gens vont peut-être essayer de te sauter dessus. Ouais. Carrément. Après, tu sens que là, il se déplaçait, mais il était tellement relâché que c'est pas non plus ce qui te coûte le plus d'énergie quand tu es relâché comme ça. Mais après, oui, c'est sûr que sur un 5 rounds, faut bien gérer les premiers pour pouvoir après... être sûr d'avoir la décision. Ouais. En tout cas, c'est très positif parce qu'Anthony Sterpini nous avait fait un portrait de Youssef Zalal justement avant l'événement. Et donc, Anthony Sterpini renoue avec la victoire des combattants qu'il nous présente avant l'événement parce qu'il nous fait des petits portraits. On en aura un tout à l'heure, vous allez voir. Okay. Et donc, bon choix, Danto. Bravo à toi, tu as eu du flair. On va suivre Youssef Zalal, bien évidemment, le combattant marocain qui va être dans le top 10 des moins de 66 kilos. Très, très gros grappling. On garde un œil dessus. C'est, je pense, le KO le plus technique auquel on a eu droit hier soir, et c'était face à un combattant qui était dominant et qu'on connaît bien parce qu'on l'avait vu se faire dominer par Benoît Saint-Denis. C'est Bonfim, notre combattant brésilien, Ismaël Bonfim, qui était face à Sadikov. Franchement, on peut regarder les images. Bonfim, très tôt, il prend le dessus et franchement, avec une boxe ultra lourde, une grosse marche avant, très fluide, des combinaisons. Et il y a cet instant de... Je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais cet instant de grâce, parce que je trouve que c'est un coup qui est ultra rare, c'est le question mark kick, donc on feinte un low ou un middle et ça vient à la tête, il vient lui poser le pied, mais vraiment sur l'œil en fait, et il lui ferme tout. Ouais. Et donc ça, c'est Sadikov qui a fait ça, donc il y a une seule défaite en carrière, qui a signé sa 10e victoire pro face à Bonfim, et ça se termine en fait à l'inter-round, parce que le médecin va aller observer Bonfim, il y a un œil qui reste fermé, donc il ne pourra pas poursuivre le combat. Sadikov qui était... sous l'eau, mais qui sort un peu cette espèce de miracle. Et, moi, je trouve que c'est une rareté absolue. Que ce coup, déjà, passe nettement, c'est une dinguerie un peu quand même. Après, quand tu le maîtrises, ça va. Maintenant, tu as toujours le concours de circonstances. Forcément, si tu te baisses, si tu veux esquiver un truc que tu penses arriver à ce moment-là,
les sports de combat, en fait, j'ai envie de te dire. Ouais. Genre, c'est exactement, finalement, ça représente les sports de combat pour moi. C'est que on a toujours tendance à peut-être vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En réalité, jusqu'au bout, on l'a vu dans trop d'exemples, dans trop de combats emblématiques. Tu sais pas ce qui peut se passer. Regarde, tu vois, il pense qu'il va pour aller finalement chasser un middle et l'autre il passe au-dessus du bras et boum quoi. Et clairement, voilà, tu peux dominer un fight tant que c'est pas la fin, c'est pas la fin. C'est ouf, hein. Et puis même en plus de ça, je pense que tu as vu les images, enfin, c'est quasi l'un des seuls coups de Sadikov qui touche au cours du combat. Ouais, après, je trouve qu'il a quand même été pas mal, vu que même s'il ne touchait pas fort Bofim, il est quand même toujours resté compétitif dans le combat. Après, c'est vrai que là, le relâchement du pied, c'est vraiment parfait, le timing et tout, franchement, c'est magnifique ce qu'il a mis. Ouais, on dirait, c'est des Lego, quoi. Les deux sont abriqués parfaitement, et c'est ce qui donne après ce highlight. Et le fait qu'on va suivre aussi Sadikov, qui pour le coup montre que là, il y a un certain truc, parce que fallait les laisser passer, ces assauts de Bonfim, pour aller trouver l'ouverture derrière. Et c'est ce qui nous a permis de passer une superbe soirée Fight Night. Alors très souvent, les Fight Night, c'est pas les cartes qui ravissent le plus ceux qui connaissent pas, enfin le grand public, on va dire, ceux qui découvrent le MMA avec les très très grosses affiches. Mais franchement, faites l'effort. Ça passe un petit peu plus tôt que les cartes numérotées. C'est toujours sur RMC Sport. Et en général, les combattants, ils jouent un peu la suite de leur carrière, donc ils ont envie de mettre beaucoup d'engagement et on retrouve énormément de spectacles. On a eu encore une fois la preuve avec ce superbe Fight Night et on en a d'ailleurs un autre dès la semaine prochaine et ce sera à partir d'1h du matin, pareil, dans la nuit du samedi au dimanche.